Robert. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Comment vous trouvez le studio aujourd'hui? Il est excellent. Oui? Excellent, même, je pense, à faire la même chose chez moi. Oui? Oui. Tu devrais. Ah oui. Comme ça peut t'inciter... Mais c'est parce qu'on fait beaucoup de conférences, puis Oui. Tout se fait aujourd'hui sur le web au lieu de faire dans des classes physiques. On peut faire beaucoup de choses de cette manière-là. Tout à fait. Et puis, je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît, c'est pas la première fois qu'on se voit. Exactement. Donc, on va se tutoyer. Ouais. Tu peux faire la même chose. Excellent. Alors, Robert, dis-moi. Moi, je te connais, je connais ton histoire, ton expérience. Mais pour les gens qui vont nous voir pour la première fois, présentez-vous d'une manière où ils peuvent connaître le Robert avec toute son expérience. OK, bien, je peux peut-être dire une chose, c'est que j'ai commencé il y a 49 ans en affaires. Maintenant, avant d'être en affaires, j'ai fait beaucoup de choses avant, comme un jeune quand il sort de l'université, il sort du collège ou du secondaire. Moi, je peux dire, avant d'aller à l'université, j'ai fait le secondaire, puis j'ai été travailler, puis j'ai retourné aux études parce que j'ai compris que je ne savais rien. OK? Ça nous arrive. Alors, je peux dire qu'à l'âge de 17, 18 ans, j'ai été travailler. Et puis, ça ne m'a pas semblé plaisant. Travailler du 9 à 5 dans des entrepôts, et puis juste été fin de semaine, et puis ça m'avait un peu découragé de l'avenir. Alors, j'ai commencé à chercher, faire des recherches, et puis j'ai parlé à mes parents, je dis, c'est ça la vie, vivre pour la fin de semaine, ça ne m'intéresse pas, puis le travail qu'on a, c'est un robot peut le faire. J'apprends rien. Alors, elle dit, bon, mais trouve-toi un emploi, trouve autre chose. Alors, j'étais avec une grosse compagnie américaine dans l'automobile, avec un gros salaire, avec une pension. Ma mère, elle dit, tu vas avoir une pension fantastique. Elle dit, 19 ans, tu ne penses pas à ça, une pension. Et puis, mais j'ai laissé, puis j'ai été travailler j'ai parti d'un salaire où j'étais payé comme 500 $ par semaine, où ce que la plupart des gens gagnaient 120, 130 $ ceux qui travaillaient, mais avec la compagnie, ils nous payaient un gros revenu parce qu'ils nous demandaient beaucoup d'efforts. Pour aller travailler, vendre des souliers, Place Ville-Marie à Montréal, pour 45 $ par semaine. Mais j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Wow! Hey, je parle à du monde, puis surtout, c'était des femmes qui venaient au magasin, puis ainsi de suite. Hey, quand tu as 19 ans, les hormones sont fortes, comme on dit. Alors, ça m'a plu. Alors, par la suite, il y a un de mes parents, un de mes oncles, qui m'a dit, pourquoi tu n'iras pas dans l'assurance, on va te montrer, puis parce que ça a l'air d'être bien avec les gens, puis ainsi de suite. Puis là, j'ai fait ça. Mais je n'étais pas bien plus brillant, là, j'avais 20 ans. Et puis, à l'époque, la compagnie d'assurance disait, bien, il faut que tu aies 21 ans, mais on va te prendre, mais on ne te donnera pas tes commissions immédiatement. C'était très conservateur. Il disait, tu es trop jeune, tu vas tout dépenser. Mais ils m'ont entraîné, puis j'ai appris. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Au bout d'un an, j'ai tellement appris, puis j'ai eu tellement des bons coachs, des bonnes personnes qui m'ont aidé. J'étais arrivé deuxième à ma branche, à mon bureau, avec un gros revenu, qui était à l'époque, on parle de 1965, 66, pour... j'ai fait, en 66, j'ai travaillé avec eux autres. Et puis, j'ai fait 80 000 $ de commission. En 66, c'était de gros argent. Mais ils me donnaient seulement 150 $ par semaine. J'avais le droit de retirer, puis à l'âge de 22, 23 ans, tu auras toutes tes commissions parce que tu vas, ainsi de suite. So, moi, j'étais voir mon gérant, j'avais fait 80 000, je disais, hey, donnez-moi plus, parce que regardez, j'ai plus que ça. Regardez que j'ai en banque déjà de mis de côté. Il dit, t'as pas le nombril sèche. Moi, pas trop brillant, insulté, je claque la porte. Bonjour l'assurance. Qu'est-ce que vous me donnez? Vous me donnerez plus tard, puis ça finit là. Et puis j'ai rentré dans la police. J'étais policier 5 ans. D'un sens, c'était peut-être le réveil que j'avais besoin. Pour la raison, c'est que quand tu as 19, 20 ans, on a des rêves, on a des trucs, mais on ne comprend rien de la vie. Puis quand j'ai vu comment c'était dur, la vie, qu'est-ce qui se passait dans la criminalité, puis ainsi de suite, j'ai fait 5 ans, puis j'ai eu la chance de retourner aux études. Puis là, j'ai fait ma trigonométrie, j'ai fait mes mathématiques, j'ai été à l'Université Laval,
j'ai fait mon MBA. Puis là, j'étais bien content parce que mon oncle m'avait coaché, puis lui payait mes affaires. Si j'arrivais à des notes en bas de 70, je payais mes affaires. Si j'étais au-dessus de 70, lui payait. Alors, je travaillais très fort, puis il fallait que je juge mes manèges, puis ainsi de suite, puis devenir sage, comme on dit, tu sais. Pas smart, sage. OK? Alors, parce qu'il y a des mois que je n'ai pas réussi à faire de 70 %. Alors là, j'ai fait de la livraison de poulet, j'ai fait toutes sortes de choses pour lever des revenus. Et puis, une fois que j'ai passé, j'ai été engagé avec la Banque de Montréal, qui m'ont dit, tu commences dans 2 semaines, ils viennent à l'université, puis ils ont dit, OK, tu as fait ton MBA, tout est beau, parfait. Ça, moi, je vais voir le notaire. Entre le temps, mon oncle est décédé. Et puis, ils ont dit, écoute, faut que tu viennes nous porter là, ton diplôme, et ainsi de suite, pour que ça rentre dans la succession, parce que lui a payé, puis ainsi de suite. Puis là, j'ai dit, moi, je commence avec la Banque de Montréal la semaine prochaine. Il dit, non, tu commences pas à la Banque de Montréal. Ton oncle, il avait déjà planifié quelque chose pour toi. Quoi? Mais tu t'en vas à Boston. À Boston? Qu'est-ce que je vais faire là? Ben, il dit, il t'a rentré à l'université Harvard, puis tu vas faire un cours de vente puis de commerce. Ouais? Tout payé, tes dépenses sont payées pour l'année, 2 ans. Tu as 2 ans là-bas. Ça, j'ai fait. Quand j'ai gradué, j'ai eu la chance de travailler avec une compagnie américaine qui ont venu me chercher, puis j'ai appris. J'ai appris la vente, et ainsi de suite. Et puis mon premier commerce que j'ai appris, parce que là, j'ai fait des sous, puis j'ai fait des choses, c'était dans le cosmétique. Parce que j'aimais l'idée du cosmétique, l'investissement était intéressant, le retour était encore plus intéressant parce que tout le monde utilise du cosmétique. Puis je m'étais accroché avec une compagnie américaine qui commençait, puis c'était dans une compagnie de vente directe, c'est-à-dire qu'on appelle du multi-level. Alors j'ai eu une formation d'affaires fantastique qui me sert encore aujourd'hui. Et puis cette compagnie-là a tellement fait de progrès, elle a compétitionné, a même dépassé les chiffres de Avon, qui était la grosse compagnie à l'époque, que il y a des gens peut-être, comment on pourrait dire, qui ont acheté la compagnie parce que le propriétaire était décédé d'un accident d'avion. Puis là, c'était un peu la même chose. Puis là, j'ai quitté, puis j'ai quitté, m'a parti mes propres affaires, et ainsi de suite. Ça. J'ai compris que si je voulais être libre, si je voulais faire ce que je voulais faire, puis qu'est-ce que c'était de réaliser mes rêves. Puis j'ai vraiment compris une chose, c'est que les affaires, c'est pas l'argent. C'est la réalisation de rêves qu'on veut aller chercher. C'est ça que peut-être mon oncle m'a enseigné, et puis l'université m'a enseigné. C'était la réalisation de qu'est-ce que tu penses tu peux créer, alors créer le travail-là. Puis maintenant, tu peux avancer. Et puis, je fais ça depuis longues années. Ça va faire 40 ans que j'enseigne, puis je fais du coaching aux gens pour leur montrer comment faire les choses. Et puis, c'est là que j'ai resté, puis j'ai accroché. J'ai fait des contrats à un moment donné avec des compagnies, mais mon expérience est venue, j'ai parti beaucoup de compagnies, puis j'ai appris, parce que j'ai une règle, moi, chez moi, c'est 5 ans dans un projet. Place quelqu'un d'autre, continue le projet. Là, je vais te partir d'autres choses. Puis je fais 5 ans encore dedans. Là, j'ai 2 compagnies, une 3e, puis une 4e, puis une 5e. Et à ce moment-là, tu apprends, puis ça devient du revenu passif. Puis ensuite, tu bâtis ton affaire. Puis je fais encore ça aujourd'hui. J'ai pris ma pension à 65, ça a duré 2 semaines. Puis je disais à mon épouse, c'est pas mal plate, hein? On va faire d'autres choses, on part à une autre compagnie. C'est ça, c'est super. Donc, je sais que vous venez de donner une belle introduction. Merci. Je sais que c'était une introduction qui était assez riche parce que votre parcours est riche. Et vous avez fait plein de choses. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un époux aussi. Donc, votre expérience est très riche. Et on va essayer de poser des questions qui vont pouvoir partager de la valeur aux gens qui nous écoutent. Excellent. Quand vous vous êtes présenté, vous avez parlé donc de votre parcours académique. Mm-hmm. Et donc, vous êtes allé à l'école, mais vous êtes sorti, vous avez eu de l'expérience au milieu du travail. Ouais. Vous êtes ensuite revenu à Harvard. Ma question, c'est que pensez-vous du modèle académique qui existe? Est-ce qu'il est utile aux jeunes
entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires? Ou est-ce que ce modèle traditionnel n'est peut-être pas toujours la bonne chose ou n'est peut-être pas suffisant? Qu'est-ce que vous pensez du modèle traditionnel académique? C'est assez... Moi, je vois par l'expérience ce que j'ai vécu. À un moment donné, on regarde ce qu'ils sont les jeunes. Souvent, ils sortent des collèges, ils sortent du secondaire pour aller au collège, à l'université, et ainsi de suite. Et puis, souvent, ils ne savent pas où s'en aller. Parce qu'on n'enseigne pas, on enseigne une idée, c'est que fais le plus d'études possible parce que tu vas avoir un meilleur job. C'est toujours ça que j'ai entendu parler. Pas que tu vas partir d'une affaire ou faire des épargnes ou faire des choses. Non, tu vas avoir un bon job. Et puis, plus que tu as d'études, tu vas avoir un meilleur job. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le choc, on voit, les gens qui ont fait moins d'études font plus de revenus que les gens qui ont été 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans à l'université. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Puis on manque de mécaniciens, on manque de techniciens, on manque de gens qui font de la plomberie, des électriciens. On a besoin de ces gens-là. C'est eux qui font les gros revenus à l'heure actuelle parce qu'ils sont tellement en demande. Puis les gens qui sortent avec sciences sociales, bien, tu sais quoi faire. Si tu es médecin, oui, je suis d'accord. Avocat, tu es d'accord. Si tu es un comptable, et puis tu t'en vas, tu avances, on a besoin de ces gens-là. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ils font investir dans des études qui, normalement, c'est pas... Plus précisément pour les gens qui sont en affaires, donc on parle des écoles de commerce. Right. Pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, est-ce qu'il est intéressant pour lui d'aller dans une école de commerce ou dans une université? Définitivement. Si tu aspires à être en affaires, il faut que tu fasses tes recherches toi-même, puis tu trouves les places qui vont t'enseigner les affaires. Et puis, se tenir avec des gens qui sont en affaires aussi. Parce qu'on entend qu'il y a cette idée où les gens favorisent le fait de ne pas aller à l'école pour ne pas dépenser des sous, mais au lieu de se lancer directement en affaires, au lieu de sortir avec plein de dettes parce qu'on a payé un programme ou une école, etc. C'est quoi votre position par rapport à ça? C'est l'endettement qui tue les gens. On a commencé avec la scolarité, on a commencé à charger, puis des prix faramineux pour aller au collège, à l'université. Puis en plus, c'est que si, quand quelque part, ça ne marche pas, tu fais faillite, tu ne peux pas l'enlever. Tu as toujours cette dette-là, tant qu'elle est payée. Et puis, ça, je crois que c'est pas une bonne idée. Donc, c'est faisable pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires de ne pas forcément aller dans une école de commerce. Et donc, il y a d'autres moyens de s'enrichir. Et dans ce cas, quels sont les moyens qu'une personne peut utiliser pour s'enrichir? Parce qu'il faut avoir la connaissance pour se lancer dans le monde des affaires. Oui, il faut avoir les connaissances, mais il faut être... comment je pourrais dire? C'est qu'on n'enseigne pas à se poser la question « Qui suis-je? » C'est qu'est-ce que je vois, bien des gens disent « Ah, mais moi, je veux partir d'un commerce, bien sûr. » Oui, mais quelle sorte de commerce? « Ah, faire de l'argent. » Tu vas faire faillite. N'as-tu de l'argent présentement? Non, je vais en emprunter. Peux-tu m'aider? Moi, je ne passe pas une semaine, un mois que je n'ai pas un téléphone. Faudrait-tu me passer 3 000 parce que j'ai un projet, puis je sais que tu... Non. Faut que tu sois capable de répondre à 3 questions. Qui suis-je? Où vais-je? Et pourquoi? Puis quand tu auras trouvé ton pourquoi, là, peut-être, je vais être intéressé de t'investir avec toi. Parce que je sais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas aller chercher, puis c'est quelque chose que tu as à cœur, pas juste une idée, à cœur, puis c'est un besoin, puis tu veux vraiment réussir, tu veux vraiment faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, bravo, c'est ça que je cherche. Quelqu'un qui est commis, qui veut, ainsi de suite. Puis il y a des gens qui actent ça, puis il y a des gens qui le réalisent, qui sont sincères. Alors, il faut que tu trouves le sincère pour être capable d'investir dans ces gens-là. Mais les gens, c'est comme ça, moi, j'ai appris. Moi, jusqu'à l'âge de 25, 26 ans, j'étais un niaiseux. Je pensais à toutes sortes d'idées, des projets, mais on cherchait à faire des sous. Mais ce n'était pas les sous, il fallait que je trouve ma mission. En anglais, on dit « my purpose ». Ça, c'est mieux qu'un but.
Un but, on l'a eu, on l'a fait le but, on l'atteint. OK, very good. Next but. Tandis que quand c'est ta mission, ta raison d'être, bon, moi, je veux établir telle chose, parce que je veux voir, parce qu'il faut que tu prépares qui je veux être dans 20 ans, qui je veux être dans 30 ans, qui je veux être dans 50 ans. Et puis, on s'aperçoit, le plus que tu programmes tes choses, plus tu vis plus longtemps. Parce que moi, de toute ma gang du secondaire, on est 2 qui restent. Puis on était 35 élèves, on se rencontrait souvent, puis ils ont tous acheté, eux autres, retraite à 55. C'est un beau projet, 55. Mais si tu prends ta retraite à 55, ça se peut qu'à 65, tu n'es plus là. Mais si tu n'as pas mis de date, comme moi, j'étais un peu radical dans le sens, je dis, regarde, là, je crois pas qu'en anglais, on dit retire, prendre ta retraite. Mais ça veut dire quoi? Va te coucher. Moi, j'ai trop de choses à faire pour aller me coucher. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai des choses. Alors, quand on est dans le stress de vouloir, en quelque part, on se garde en santé, on fait attention, on ne prend pas d'abus, ainsi de suite, et puis on sait que c'est là le but, c'est là que je vais être, puis c'est ça que je vais avoir, puis on l'attire, c'est la loi de l'attraction. Mais si tu changes d'idée à tous les 3 jours, peut-être ton attraction est moins forte, ton aimant n'attire pas. C'est souvent difficile de savoir qui on est et savoir ce qu'on veut. Comment est-ce que vous avez pu répondre à ces questions vous-même? En faisant un paquet d'erreurs, puis en disant, je suis tanné de faire des erreurs. C'est quoi? Puis il y a des gens qui m'ont dit, bien, fais ci, puis fais ça, puis ton problème, c'est ça, puis tu es trop spontané, étudie. Tu sais, comment est-ce que quand quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, il y a des gens intelligents qui sont smart. Il y a des gens qui sont, comment on dirait en français, wise. Ils ont la sagesse. Sage. Ils sont sages. Alors, le sage va aller chercher ce qu'il veut, tandis que le qui est smart, il connaît déjà tout, il n'ira pas. Alors, il faut apprendre à devenir sage, à devenir, comment je peux le dire, pour prendre notre temps. Prends ton temps, on est pressé. Alors, cette chose-là de prendre ton temps, on est pressé, c'est que ça veut dire, oui, mais ça n'a pas de bon sens, ben oui. Prends ton temps, fais-le comme il faut, tu n'auras pas à recommencer. Puis au début, c'est ça, j'ai recommencé à bien des affaires. Parce que, il faut que ça bouge. Non. Prends ton temps, on est pressé. Trouve ta clientèle, c'est quoi ta niche, qu'est-ce que tu vas leur offrir, qu'est-ce qu'eux vont t'offrir, comment tu peux les rendre service. Parce qu'en fin de compte, c'est le client qui passe en premier. Parce que tout le monde, on est tous des clients d'un autre. Que j'enseigne à quelqu'un, il vient, c'est un client, je m'occupe de lui, alors c'est quoi son but? Alors que si le plus que tu sais sur la personne, de ses besoins, bien, normalement, il y a un accord qui se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de sortir des techniques de vente pour vite, embarque. Non. Le monde va dire, non, j'achète ton affaire parce que c'est fait avec sagesse puis avec délicatesse. Donc, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il faut savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut avant de se lancer? Ou est-ce qu'on peut se lancer même si on ne sait pas qui on est ou ce qu'on veut? C'est là qu'on va apprendre parce qu'on apprend nos erreurs. Quand tu gagnes, moi, quand j'ai commencé dans les affaires à faire des ventes, merde, j'ai fait une belle vente, mais j'ai oublié comment. Je me rappelais même plus de ce que j'avais dit, mais ça marchait. Tandis que quand tu fais une erreur, l'erreur, faut pas faire ça. Hein. Oh, bon, c'est... Donc, c'est comme si les deux doivent se faire en même temps. On se lance, on fait des erreurs et en même temps, on apprend qui on est de nos erreurs. J'ai aussi compris que vous avez eu de l'aide extérieure, vous avez comme eu du mentorat. Comment ça vous a aidé? C'est de prendre des gens d'expérience et puis de faire ce qui est nécessaire pour travailler avec des gens qui sont exceptionnels. Alors, si tu tiens avec des gens exceptionnels, bien, il y a des bonnes affaires qui vont faire que toi, tu deviens exceptionnel. Comment on les trouve, les personnes exceptionnelles? Bien, il faut s'impliquer, il faut les rencontrer, il faut les appeler, il faut les voir. Moi, je sais que j'ai des amis aujourd'hui. Un exemple, en 2008, quand on a eu le crash financier, bien, j'ai un ami qui s'appelle Donald Trump. Pourquoi que j'ai venu ami? Assez curieux, c'est qu'en 1976, on a eu l'Expo à Montréal. C'était pas l'Expo, c'était les Jeux olympiques. Et puis, lui est venu avec la main. Je sortais avec une fille dans ce temps-là. Et puis, elle était avec sa première femme, Ivana, je pense qu'elle s'appelait, ou Ivanka.
pense Ivanka. Et puis, on s'est rencontrés ensemble, puis on est devenus amis. Il venait juste d'écrire son livre, L'art de la vente, et puis ainsi de suite. Et puis, alors, on est toujours gardé en contact. Et puis, à un moment donné, j'ai été le voir, puis j'ai dit, écoute, comment est-ce qu'on peut faire les choses? Et puis, en 2008, on a fait des affaires ensemble, puis j'ai appris énormément. Qu'est-ce que vous voyez de Donald à la TV? Il est comme ça en affaires aussi, tu sais. Alors, pour les gens qui n'ont pas forcément de lien avec Donald Trump, par exemple, ou des grandes personnalités, quelqu'un qui nous voit, qui a une vie normale, qui peut-être part à l'école, dans ce contexte, quelles sont les petites stratégies qu'il peut faire pour aller chercher du monde, faire connaissance, et comme vous avez dit, avec des personnes de qualité? Bien, les gens de qualité, c'est que normalement, qui tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ça, c'est une affaire. Moi, je reconnais ça des gens. Il y a des gens qui veulent faire des choses, mais ne sont pas prêts à faire les efforts. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire que la vie est facile. C'est toi qui es le patron de ton entreprise, puis là, tu as du personnel, tu as des gens qui comptent sur toi, et ainsi de suite. Alors, ça demande le temps d'apprendre. Puis quand tu fais affaire avec quelqu'un, c'est de prendre le temps d'écouter les personnes. Qui suis-je? Qui sont ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi leur but? C'est quoi leur ambition? Ce qu'ils deviennent? C'est quoi qu'ils s'attendent de moi ou de mon organisation? Puis quand on a ça, ben là, on peut peut-être pas aider cette personne-là parce qu'elle s'en va dans une autre direction. Alors, faut apprendre un petit peu la psychologie puis respecter les gens. Moi, j'ai fait des choses, puis j'en suis fier, c'est que j'ai fait beaucoup de ventes, j'ai beaucoup d'entreprises qu'on a bâties, mais on n'a jamais forcé personne, on n'a jamais mis de pression sur les gens. C'est les gens qui décident, c'est bon pour eux, ils veulent l'avoir. Si c'est pas bon pour eux, bien regarde. Alors, vous venez de dire, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez eu beaucoup de différentes entreprises et de différents projets. Right. Est-ce que ça veut dire que vous aviez plein de choses que vous aimiez faire, pour revenir à la question de « je dois savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime ». Donc, est-ce que ça veut dire que vous aviez différentes choses que vous aimiez, ou ça veut dire que vous n'étiez pas sûr et vous essayez d'une entreprise à l'autre, d'un projet à l'autre? Moi, j'aime toutes sortes de choses. Un entrepreneur, c'est qui a des rêves. Puis, j'ai écrit mes rêves. Puis, j'ai fait. Puis, j'ai réalisé. Il y en a que j'ai réalisé, il y en a que j'ai. Puis, on a fait. Il faut que tu aies une vision de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, j'étais un gars qui voit toutes les entreprises, et ainsi de suite. Là. Bon, ça, j'aimerais faire ça. C'est quoi que vous vouliez faire? Donc, si vous voulez répondre, parce que même moi et les gens qui nous entendent, ils se disent, OK, mais alors, quelle est la réponse à cette question dans votre cas? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimiez faire dans votre carrière? Moi, j'aime faire toutes sortes de choses qui est plaisant, dans le sens que... Donner un exemple. Quand j'étais à Toronto, j'avais eu un poste que j'avais pris un contrat avec une compagnie. Et puis... comment je peux dire, ça devient un peu naturel à faire les choses. J'ai pris un bloc appartement qui perdait de l'argent, il y avait 580 logements dans un building, c'est le plus gros qu'il y avait à Toronto à l'époque. Puis quelqu'un m'a tout simplement référé, il dit, va donc là, passer une fin de semaine, parce qu'ils ont changé de gérant, puis ainsi de suite. Moi, je regardais ça, je me dis, merde, il y a quelque chose à faire ici, mais il n'y a pas de... C'est mal administré. Puis j'ai commencé à faire des choses. À fin de compte, j'ai passé une semaine, 2 semaines. Ma fin de semaine était supposée être une fin de semaine, mais j'ai passé 2 semaines. Mais j'ai tellement levé le building que là, ils m'ont dit, hey, reste. On va te garder, on va te payer, on va te faire un contrat. Mais je dis, non, j'aime pas travailler pour une compagnie comme ça, mais si me fait un contrat, oui, OK. Et puis ça a bien fonctionné. Puis là, j'ai appris, puis ça m'a emmené dans un paquet d'autres choses. Puis à Toronto, on a un problème, c'est que lui, il m'a donné... À fin de compte, j'ai fait tellement de bon job dans la première année. Il dit, bien, j'ai 5000 autres appartements, j'aimerais ça que tu t'en occupes. Tu deviens gérant général de la place. Alors, il faut faire un effort quand on aime quelque chose, mais avec un but de faire devenir le meilleur. Puis c'est ça qui m'a... Donc, dans le cas que vous m'avez donné, c'est pas forcément que vous aimiez l'immobilier, que c'était votre rêve, mais ce que vous aimez, c'est voir une opportunité et pouvoir bâtir quelque chose. Bâtir quelque chose. Donc, pour les gens qui se posent cette question,
pour pas les confondre, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que vous vouliez dire par quelque chose qu'on aime, c'est s'assurer que quand on le fait, ça ne nous fatigue pas et qu'on est épanoui. Ça ne veut pas dire que tu dois connaître ce que tu aimes et ne faire que ça, mais juste s'assurer qu'on est à l'aise dans ce qu'on fait, que ça ne nous fatigue pas mentalement, parce que ça veut dire qu'on n'aime pas, mais on peut faire plein de choses, plein de projets, on peut commencer un projet, comme vous avez dit, après 5 ans, on peut le déléguer, on commence un autre projet. On n'a pas besoin de faire une seule chose parce qu'on aime une seule chose. Non, parce que même, vous donnez un exemple avec faire l'immobilier. J'avais un commerce qui s'appelait OPA, qui est Organic Product. Je vendais des produits à paliers multiples de vitamines, et ainsi de suite, qui était une compagnie qui était chez Ackley. J'étais distributeur. J'étais gérant général de la compagnie. J'avais ça. En plus, étant donné qu'à Toronto, le parking coûte très cher, puis j'avais beaucoup de billets de stationnement, bien, j'ai été me chercher une limousine avec un chauffeur qui est devenu mon gérant de bureau. OK? Et puis avec ça, bien, on ne donne pas de billets aux limousines à Toronto parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça va un commerce. Cette limousine me rapportait parce que quand je ne m'en servais pas, elle était louée. Et puis, mon commerce de vitamines fonctionnait en m'emmenant un autre revenu parce que jamais étant en santé, j'ai aimé les produits. Bon, bien, tout se bien embarqué dans ça, puis le référer à des gens. Plus je gérais l'immobilier, puis j'avais 5 000 appartements. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi, 5 ans. Justement, j'ai fait mon chose, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a remplacé. Je suis parti, puis puis là, j'avais 3, 4, 5, 6 commerces de bâtis autour de moi. L'idée de l'entrepreneuriat, c'est pas de faire la job, c'est de trouver les gens qui vont faire mieux que toi. Tout à fait. Pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas d'expérience, qui veulent se lancer en affaires, quels sont les 3 business ou les 3 idées de projets qui, en 2023, vous pouvez les recommander? Bien, à recommander, c'est peut-être à dire que ça, les projets, il y a toutes sortes de beaux projets, mais aujourd'hui, les gens, il faut qu'ils apprennent à qu'est-ce qui se passe au niveau financier. La crypto-monnaie, l'exemple. Ou pourquoi que l'or et l'argent est important aujourd'hui, parce que c'est la vraie monnaie. Tandis qu'ils s'en viennent avec le gouvernement et a l'idée de mettre des CBDC. Alors ça c'est inquiétant. Aussi, il faut s'informer, puis il faut développer ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Parce que ça c'est un nouveau domaine, ça c'est complètement nouveau, l'intelligence artificielle, qui a des grands avantages, mais aussi des grands désavantages si on n'est pas conscient de ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est des industries, ce que vous me donnez. C'est quoi les idées de projets pratiques? Par exemple, le projet pratique, c'est qu'il y a toutes sortes de commerces. Il n'y a pas un commerce qui est mieux qu'un autre. C'est on l'aime ou on ne l'aime pas, on connaît ou on ne connaît pas. OK? Regarde, j'étais manufacturier de maisons motorisées. OK? Ça a fonctionné jusqu'en 1985, jusqu'à ce que le gouvernement nous a dit « Non, vous ne pouvez plus construire ça, ça s'en va tout aux États-Unis avec le libre-échange. » Ça, on a 110 employés, on a tout un personnel, on vend à peu près 18 millions par année de motorisés. Le gouvernement nous dit « Non, c'est fini. Ça s'en va aux États-Unis, à moins que vous en allez là-bas aux États-Unis partir. » Nous autres, c'est pas notre but de faire ça. Alors, moi, mon partenaire, on a fait d'autres choses. Il a fallu qu'on parte à une autre affaire. C'était un des projets que j'ai fait à l'époque à cause du changement du libre-échange, parce d'une compagnie qui s'appelle Loue un vendeur. Rent a salesman. Et puis, on avait toutes sortes de commerces qui voulaient rentrer au Canada, puis d'autres, ils voulaient sortir. Bien sûr, on les a aidés à partir leur commerce. Là, on a un boom pendant un certain temps. Alors, il faut voir les opportunités où ce qu'ils sont. Quand ils arrivent, parce qu'il n'y a rien de stable. Tout change. Surtout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tellement de changements. On a pris un exemple, les voitures électriques, on a commencé à parler il y a 4-5 ans, et c'était populaire, c'est déjà dépassé. On s'en va à voiture hydrogène, puis là, ils disent non, on oublie ça, l'électricité, parce que le monde, ils veulent que ça s'en va à Montréal, à Toronto, s'il faut y aller pendant 4-5 heures pour mettre de l'électricité, peut-être que ça ne marchera pas. Alors, ils veulent une voiture qui veulent peut-être, OK, on n'a plus de gaz, on va avoir l'hydrogène. Alors, puis là, l'hydrogène, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent, qui est la voiture que Elon Musk a juste sorti il y a 3 semaines. Il dit, j'ai un moteur qui marche à l'eau. Allô? Hein? Tu sais, je veux dire, une minute, là,
On parlait d'électrique, là. On était du gaz électrique, puis là, on s'en vient avec hydrogène, puis là, il y a encore d'autres choses. Alors, le progrès est là. Alors, il faut toujours avoir l'œil à qu'est-ce qui se passe. Et à votre avis, d'après ce que vous voyez, parce que Ouais. je sais que vous êtes au courant de tout, quels sont donc les projets que les gens peuvent commencer? Vous savez, est-ce que c'est de l'immobilier? Comme j'ai dit, pour des personnes... Commencez petit, Mhm. C'est ça. n'importe quoi. Petit, puis on apprend. Il y a une place, je dis, partez pas de petit, c'est dans la restauration. 98% des gens font faillite dans la première et deuxième année. Il y a trop de compétition. Mais à un moment donné, un commerce stable, Par exemple. un laudromate, hein, des quartiers, là, tu installes un local, ainsi de suite, puis tu ouvres des machines à laver, des séchoirs, des sécheuses, puis quelqu'un qui est là pour répondre, pour faire des petits services pour eux autres. Mais 97 de ces commerces-là font de l'argent et restent, et ça dure tout le temps. Qu'est-ce qui arrive? Ils en partent un, d'un coup, ils en partent un deuxième, ils en partent un troisième. J'ai remarqué, ici à l'université, même chose, un des deuxièmes meilleurs commerces qui existent, c'est les machines à liqueur, puis à sandwich, puis ainsi de suite, qu'on a dans les écoles, et ainsi de suite. Alors, si on a la chance de se placer des machines à un bon endroit, ça, c'est stable. Le monde achète régulièrement, puis ça ne prend pas beaucoup de main-d'œuvre, ainsi de suite. Puis quelqu'un peut avoir rien que 2 ou 3 personnes qui travaillent pour lui juste pour s'occuper de ces affaires-là. Et puis, c'est pour ça, il y a tellement, ça dépend de l'optique. Si on cherche quelque chose de petit, de simple, qui nous permet d'apprendre nos faiblesses comme nos points forts, bien là, tu peux passer à l'autre étape, à l'autre étape, à l'autre étape. Là, tu mets un gérant en tête de ça, puis toi, tu t'occupes de ça, puis c'est sûr qu'il est correct. Puis là, tu es dans l'autre business, puis là, tu travailles là-dessus, puis tu travailles, puis un autre business. Qu'est-ce que j'ai vu, la plupart des entrepreneurs sont dans plusieurs grosses affaires. Il y a des gens qui veulent aller bien gros. Ça, moi, je laisse ça aux autres. Ma vie familiale est plus importante que faire du 80 heures par semaine. Est-ce que vous avez eu un burn-out à un moment donné dans votre carrière? Non. Non, j'ai eu toujours du fun. Mais j'ai pris des vacances parce que je planifie mes affaires. C'était quoi la stratégie pour ne jamais tomber dans le burn-out? Bien, c'est pas de prendre au sérieux. Là, je veux dire, on est des humains, on n'est pas des dieux. On est des humains, on fait des erreurs. Puis la famille passe avant n'importe quoi. Par contre, le business, dans un sens, il faut le placer en priorité parce que si on n'a pas le business, comment peux-tu comprendre le soin de notre famille? Alors, est-ce qu'au début, on doit vraiment se donner à 1000%? Oui. Les premiers mois, les premières années sont peut-être les plus importantes parce que tu as de la lecture, tu as de la recherche, tu as de l'éducation, tu as des conventions à suivre. Faut que tu vois comment c'est quoi faut s'impliquer, faut être là, faut pas, comme on dit, prendre notre temps. Parce que vite parti, ça va durer. Tu sais, c'est pareil comme le gars qui sème, le jardinier, les grosses fermes. Ah, bien aujourd'hui, on va prendre ça comme puis il y a le soleil, puis ça va, c'est le temps là, de semer. Là. Le lendemain, ben là, on ne semera pas parce que là, il pleut. Là. Ah, bien, t'as manqué. Puis après ça, ce n'est pas la récolte que tu voulais avoir. Alors, au début, c'est important. Une fois que la semence est faite, hein, le fermier s'occupe d'autres choses, ainsi de suite. Alors, le business, c'est la même affaire. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre réalistique qu'on peut avoir pour un entrepreneur entre le travail et la vie sociale? Est-ce que c'est réalistique? Oui, parce que c'est un style de vie. C'est un style de vie qu'on doit aimer. C'est un style de vie qui nous permet... regarde, il y a des gens qui pensent qu'être entrepreneur, être en affaires, c'est d'un party tous les soirs, puis des cocktails, puis ainsi de suite. Ça fait 49 ans que je suis en affaires, je suis à 3. Le soir, c'est chez nous. Ah, s'il y a une convention une fin de semaine ou un hôtel à quelque part, oui, on y va parce que c'est une convention, on va rencontrer des gens, faire des contacts, ainsi de suite. Mais de se tenir où est-ce que c'est néfaste, moi j'appelle ça néfaste, on perd notre temps. C'est pas ça. C'est pas ça être un vrai entrepreneur. Est-ce que quand on a un partenaire, ça rend les choses plus faciles? Quand vous parliez, vous avez dit mon partenaire plusieurs fois. Bien, c'est parce que c'est tout seul. C'est bon, mais tu fais tout. Il y a des gens qui sont meilleurs. D'ailleurs, ce que j'enseigne dans mon coaching, c'est de créer ce qu'on appelle un mastermind. C'est un groupe.
Moi, je comprends qu'on devrait être toujours dans un groupe de 7 personnes. Peut-être pas associés, mais dans un groupe d'idées. Alors, un est bon d'un point, un autre est bon de l'autre point, puis l'autre est bon d'un autre point. Alors, c'est à tous ces gens-là. D'ailleurs, Henry Ford, il nous le dit. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'être un ingénieur, je n'ai pas besoin d'être un comptable, je n'ai pas besoin d'être un fiscaliste, je n'ai pas besoin d'être un ingénieur de fabrication. J'engage ces gens-là, eux vont faire l'affaire. Moi, je suis le président, je leur dis qu'est-ce que je veux. Souvent, les gens, ils ont peur de cette idée de partenaire parce qu'il y a... ils ont peur que ce partenaire les trahisse, que ce partenaire ne soit pas à la hauteur. Quels sont les critères d'un bon partenaire? Bien, premièrement, c'est que tu travailles avec ces gens-là au départ, ils ne deviennent pas partenaires, ils deviennent partenaires parce qu'ils deviennent indispensables. C'est là que tu peux dire, voici des actions, voici une participation, ou, tu vas être un président, un vice-président, ou tu vas être un CFO qu'on appelle, tu vas t'occuper des finances, ainsi de suite. Tu cherches tout le temps les meilleures personnes. Mais quand tu commences, tu as besoin soit d'un notaire, si tu es au Québec, ou tu as besoin d'un avocat en Ontario, qui est raisonnable, qui va regarder tes papiers avant que tu fasses tes choses, ainsi de suite. Mais tu commences petit, pas en grand. Parce que tout le monde qui part trop grand, 95% tombe. Tandis que ceux qui parlent des petites affaires, des petites bineries, des petites bebelles, puis ainsi de suite, puis oh, pardon, les Saint-Hubert Barbecue, c'était M. Léger, c'était un pompier, il commençait avec une affaire tout seul. Il avait commencé avec une affaire, pas de Saint-Hubert Barbecue. Puis avec une petite idée, c'est devenu un gros projet. Aujourd'hui, c'était acheté par une autre grosse corporation, une autre grosse corporation, ils ont acheté. Maintenant, c'est ça qu'il y a. Tu pars petit. Tu passes avec une bonne idée, mais prends ton temps, on est pressé. Est-ce que ton partenaire d'affaires doit être quelqu'un qui partage les mêmes idées? Pas vraiment. Ou qui a une vision différente? Non, si tu as du monde qui pense tout comme toi, pas besoin des autres. Tu veux quelqu'un qui va te poser des questions, qui va peut-être, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, pourquoi? Là, il faut écouter. Ah, peut-être tu as peut-être raison. Peut-être tu n'as pas raison. Puis là, où il va comprendre, c'est garder une communication. Un partner, c'est pas quelqu'un qui dit la même chose que toi, là. Tu es là parce que tu veux développer les idées que tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a une idée d'affaires que vous regrettez aujourd'hui? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que moi, je vois, j'étais un optimiste. Si une porte se ferme, il y en a deux autres qui s'ouvrent. Il y a des business qui n'ont pas fonctionné, il y a eu de la résistance. À un moment donné, j'étais encore impliqué dans les métaux précieux. Mais qu'est-ce qui ça arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a des gouvernements, comme au Québec, il y a quelques années. Oh, ça doit être pyramidal, leur affaire. Là, ils nous ont emmenés en cours. On a perdu du temps. On a dépensé un paquet d'argent. On a gagné parce qu'on n'était pas ça. Mais on dérangeait les caisses populaires, on dérangeait les banques parce que les gens sortaient leur argent d'épargne pour le placer dans de l'or ou du silver, qui rapportait plus que la banque donne à 1 et 3/4% par année. Bien, au moins, avec du silver, aujourd'hui, d'ailleurs, dans les derniers 3 ans, les gens ont fait du 200%. Avec l'or, c'est la même chose, ça prend de la valeur. Alors, mais on n'a pas voulu éduquer les gens pour ça. Pourtant, les banques, eux, achètent de l'or. Les banques centrales achètent énormément d'or. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il faut se protéger, là. Par contre, les citoyens, non, regarde la pièce, là, c'est le papier, là, ça vaut rien, mais regarde, c'est ça que la valeur. Alors, c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est quoi la finance? Puis on ne l'enseigne pas aux universités, on ne l'enseigne pas au collège, puis dans les écoles, on n'enseigne pas depuis 1960 faire de l'épargne. Où est-ce qu'on peut l'apprendre? Il faut que tu achètes des livres, il faut que tu ailles voir les gens qui font de l'argent ou les gens, puis te poser des questions. Puis il faut poser des questions, il faut aller voir, ainsi de suite. D'accord. Alors, faut sortir de notre limite, puis dire, ah, attends, j'ai un document, qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a des choses, ça ne m'intéresse pas, ou ça m'intéresse. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Dans ce cas, celui que vous avez mentionné, c'était de la résistance qui a fait que le projet n'est peut-être pas allé de l'avant. Pour les autres projets, quelles sont les erreurs que vous avez faites et que les gens peuvent éviter aujourd'hui? C'est de ne pas aller trop vite, parce qu'un commerce qui va passer vite, c'est pas bon. Puis s'il va trop vite, tu as trop de croissance, tu n'as pas assez de capital pour le supporter. Puis c'est là que tu te fais flancher. Alors c'est pour ça qu'il faut start small, grow big. Pars tranquillement, puis grandis avec ta compétence. Puis il ne faut pas avoir
l'envie. Là. Oui, vite, ça presse. Non, ça ne marche pas. Alors, cette rapidité, cette mentalité de vouloir de l'argent et de la gloire facilement et rapidement, c'est une mentalité que la génération aujourd'hui a. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du fait que le monde est rapide aujourd'hui et donc, it makes sense, que toutes les choses sont rapides, donc il est possible de faire de l'argent rapidement, ou ce n'est pas vrai même aujourd'hui? C'est pas facile. Faire de l'argent et la garder, et ainsi de suite, c'est difficile. Comprends une chose. C'est que les banques, on va parler du Canada, ça a commencé avec Mackenzie King. Aux États-Unis, ça a commencé en 1913. N'oublie pas une chose, qu'à l'époque, $1 en 1913 achetait 26 $ aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous dites? Si ton épicerie est de 100 $, ça te coûtait 4 piastres. Aujourd'hui, ton dollar vaut au Canada à peu près 55 sous. Alors, c'est pourquoi que les prix, on a une inflation terrible. Alors, les gens, là, ils pressent. Pourquoi ils sont tous énervés? Hein? Hey, écoute, le loyer arrive. Là, je regarde avec le COVID comment est-ce que ça a créé des problèmes. Les loyers ont remonté. Les payes n'ont pas remonté, ils ont même baissé. Alors là, on a créé une situation, puis c'est pour ça que je pousse que les gens pensent entrepreneuriat à place de chercher une job. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des solutions, il y a des choses, mais il faut prendre le temps, peut-être lire, il faut aller s'éduquer, il faut aller faire nos recherches personnelles de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on veut vivre. Ça, c'est important. Mais il faut l'apprendre petit peu par petit peu. Pas penser d'aller chercher une Rolls-Royce quand on n'a même pas les moyens de payer une Volkswagen usée en 1954. Est-ce qu'il y a un moyen de garder la valeur de son argent? Oui, achète de l'or, du silver. C'est la meilleure sécurité qu'il peut avoir. Laisse-la pas à la banque, mets-la pas dans un coffre, garde-la en quelque part, personne ne sait. D'ailleurs, les Chinois sont spéciaux de ça. Hein? Eux autres qui achètent de l'or, ils s'achètent un terrain en quelque part dans le nord, dans les Laurentides ou ainsi de suite, creusent un trou, ils la cachent, personne ne sait qu'ils sont là. Est-ce que la valeur de l'or ne change pas? La valeur de l'or remonte. Aujourd'hui, l'or est au-dessus, en canadien, est au-dessus de 2 900 $. Quand j'ai commencé à acheter de l'or, on achetait de l'or pour 35 piastres, l'once. Là, on est à 2 900 $ l'once. Donc, ça fluctue aussi de l'or? Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça remonte un petit peu, puis ça remonte, descend un petit peu, ça remonte, mais ça monte continuellement. D'ailleurs, juste avec le silver, je recommande aux gens, le silver au Canada coûte à peu près 40 $ un once. Si on va sur, comment est-ce que ça s'appelle, le debt clock américain, ils vont dire que ton silver, la vraie valeur est de 1121 $ US. Alors, tu as 40 piastres, tu sais qu'il y a un crash qui s'en vient, puis on sait qu'il s'en vient cette année, l'année prochaine. Bien, si là, tu as 5, 10, 15, 20 morceaux de silver, bien, tu sais que dans 3-4 ans, l'argent a disparu. Bien, toi, tu as une sécurité. Tu es capable de manger encore. Mm-hmm. L'immobilier, c'est un sujet d'actualité. Pour quelqu'un qui veut acheter une maison avec un but d'investissement, donc il a de l'argent, il veut se lancer, est-ce que, d'après ce que vous venez de dire, c'est plus intéressant de mettre son argent dans de l'or et peut-être le revendre après? Oui, parce que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté le prix des maisons. On est rendu à des petits cottages qui vaut 400 500 000 $. Et puis, comme Poliev nous dit, on peut s'acheter un château de 14 chambres à coucher pour le même prix en Irlande. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que la minute qu'on va commencer à construire des maisons neuves, qu'est-ce qui est arrivé en 2008? Pourquoi j'ai travaillé avec Donald Trump? Parce que les gens avaient des maisons qu'ils avaient achetées, puis ils avaient payé 400 000, 500 000, 600 000 pour la maison. Et puis là, on construit, quand le crash est arrivé, on construit des maisons neuves pour 250 000. Puis c'est la même maison que le gars, ici, qui a payé, lui, 400 ou 500 000 pour. C'est qu'est-ce que le gars faisait? Il prenait ses clés, donnait à la banque, puis je m'en vais acheter cette maison-là à 200 000. Bonjour, je ne veux plus rien savoir de vous autres. Puis c'est ça qui est arrivé, un crash, là, il y a des maisons. Alors, qu'est-ce qui était intéressant à l'époque pour nous? Quand il y a une opportunité à part, tu te regardes, tu l'étudies, puis qu'est-ce qui est le côté. Toutes ces maisons-là qui ont été parties, c'est des maisons qui étaient vides. Les gens n'ont pas payé les taxes.
Puis encore plus, on a mis énormément d'employés dehors de ces grandes banques-là. Les employés étaient choqués. Ils ont jeté les dossiers dans les poubelles. Alors, ils ne savaient plus avec qui était leur maison. Alors, les taxes n'étaient pas payées. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est si tu achetais les propriétés, juste payer les taxes. Arrivé à la municipalité, il y a une maison, là. Bon. Peux-tu payer les taxes? Oui, parfait. Une fois que tu as les taxes, tu as payé, c'est toi qui es le propriétaire de cette maison-là. Alors là, il dit, ouais, mais c'est une maison de 300 000. Tu appelles un agent immobilier, il dit, bonjour, j'ai une maison, tu as telle adresse, elle est listée là, oui. Ah, je dis, ouais, 300 000, ouais. Ben, je dis, comment tu m'offres aujourd'hui? Comment tu m'offres aujourd'hui pour cette maison-là? Elle m'a coûté 5 000 $ en taxes, OK, d'arriérage. Comment tu me donnes aujourd'hui? Ah, ben, elle m'a donné 60 000. Excellent, c'est vendu, paye-moi. Tu fais ça 5 fois dans la journée. C'est ça qu'on a fait, moi, puis Donald Trump. On a ramassé les maisons qui avaient les taxes qui étaient là. Alors, il faut que tu sois aiguisé, il faut que tu aies des contacts, puis tiens-toi avec des gens qui ont de l'argent, puis eux autres vont partager avec toi. Juste pour couper, désolé, il reste Oui. quelques minutes. Oui, Je pense que une dernière clé que je pense qu'il faudrait peut-être regarder Oui. en entrevue, Oui. c'est de voir, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent leur retraite, puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent se commencer en affaires. À la place de commencer une nouvelle entreprise, c'est quoi l'intérêt de prendre une entreprise? Ah, ben oui. Ça, Ouais. c'est beaucoup d'entrepreneurs. Réexplique-moi s'il te plaît pour que je pose la bonne question. L'entrepreneuriat, d'acheter Ouais. un commerce qui est déjà en bon état, Qui fonctionne, mais qui est un entrepreneur qui va prendre sa retraite, Ouais. oui, que de prendre et de commencer sa propre entreprise. des zéros. OK, Ouais. OK. Donc, Non, la ça, question, c'est- c'est qu'il pense, est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est quoi l'opinion de se partir en affaires ou d'acheter une nouvelle entreprise? Une nouvelle entreprise. Puis d'essayer à la fin de faire une conclusion après. Right. D'accord. Parce que, On a toujours le... C'est pas mal la fin, là, qu'est-ce que tu as comme date aussi, parce que tu as déjà invité. L'invité. OK. Donc, ouais, je pense Pour que ça fait enchaîner. la conclusion après. Ouais. Il est là. Alors, Ouais, il faut poser la question. Right. maintenant. Ouais. Attends, faut que je me remette dans le contexte de ce qu'il disait pour pas que ce soit... Donc, on parlait de ta. Donc, je lance ou je leur dis que je me lance? Comme tu veux. Comme je... OK. On a parlé d'affaires, on a parlé de projets, on a parlé de jeunes qui veulent commencer un projet. Il y a aussi cette idée de aller chercher un projet qui existe déjà, qui fonctionne. Le propriétaire est par exemple une personne qui soit va sortir en retraite, soit peut-être veut juste revendre le projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez pour quelqu'un au lieu de tout commencer dès si tu as dès les le début? capitaux pour acheter les actions ou la chose, c'est une bonne affaire. En autant que le propriétaire reste avec toi pour un certain temps pour te montrer qu'est-ce qui se passe dans son commerce. Parce que rentrer dans le commerce d'un autre, c'est dangereux parce que lui, il est content, il est payé. Bonjour, c'est ton problème, master. Oui, mais moi, ça m'est même arrivé à un moment donné, j'ai acheté un commerce. Ça, c'était dans les débuts, là, quand je partais. Puis c'était dans les bijoux. Je trouvais ça fantastique. Hey, wow! Puis il me donne toute la liste de clients, puis il me donne toutes les choses. Mais vu que je ne m'avais pas présenté, j'ai eu de la misère. Parce que les gens, même s'ils avaient confiance à la marque, à sa qualité de produit-là, je n'étais pas le monsieur. Le monsieur avait une manière d'agir avec ces gens-là que moi, je n'avais pas. Alors, c'est là qu'est le côté, quand un propriétaire, il dit, OK, je prends ma retraite, je pars dans 1 an, dans 6 mois, bien, organise-toi pour avoir un job, pour savoir comment est-ce qu'il marche, c'est quoi la mentalité, c'est quoi la culture de cette entreprise-là. Parce qu'il y a un choc. D'un côté employé, ils vont-tu t'accepter, ils t'accepteront pas. C'est un nouveau mariage. C'est tout un état, tu arrives là. I'm the new boss. Hein? T'es qui, toi? Tu ne connais pas. OK? Alors, c'est là qu'il faut que tu sais, puis également que c'est l'erreur de beaucoup de grosses corporations, parce que les grosses corporations, ils partent avec des idées, puis ils achètent l'autre grosse corporation, puis là, ils en mettent une gang dehors, puis là, il y a une gang, puis là. Mais nous autres, on est habitués pendant 20 ans, on travaille de telle manière. Non, aujourd'hui, tu travailles de même. Puis là, on s'aperçoit que ça ne va pas bien. D'accord. Alors, C'est fragile. Mais c'est Tout pas, à fait. c'est une bonne affaire, mais il faut avoir une expérience avant. c'est du travail aussi. Quel que soit le projet, quel que soit ce qu'on fait, c'est du travail, c'est de l'intelligence, c'est La c'est beaucoup de sagesse. choses. La sagesse. OK? Pas parce que tu es smart, parce que tu es sage. OK? Parce que tu es smart, hein? Tout le monde est intelligent. Mais on a une limite, il faut savoir qui est quoi, puis qu'est-ce qu'on veut, puis est-ce qu'on veut ce trouble-là? Parce que chaque business a
un handicap. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif, il faut le balancer. Avec quoi tu es prêt à vivre avec comme problème? T'sais? Moi, quand j'étais concessionnaire d'automobiles à Granby, j'aimais bien vendre les autos, mais il fallait faire le service à ces voitures-là, puis il fallait s'assurer que le mécano, il le faisait. Je ne voulais pas que le gars vienne 3 fois faire la même job, parce que là, ça se passe dans la ville, hein, ils ont un mauvais mécanicien. Puis c'est toi qui dois prendre la responsabilité. C'est toi qui es le président, le propriétaire du garage. Qui blâme? C'est toi, l'espère, le mécanicien. Alors, c'est fragile de prendre le business d'un autre. Tout à fait. Pour conclure donc notre rencontre, le but ultime, je pense, de toute personne, c'est arriver au bonheur. Un certain bonheur, une certaine liberté. C'est quoi votre définition du bonheur et est-ce que finalement le chemin de l'entrepreneuriat et du monde des affaires garantit cette liberté et ce bonheur? Ça le garantit en autant qu'on garde une attitude positive. On garde une attitude réservée. Et puis, on dirait que les meilleurs entrepreneurs, ce sont les gens qui sont un peu psycho, un peu, là, dans le sens qu'ils regardent tout le temps derrière d'eux autres, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Il faut avoir les yeux ouverts. En anglais, on dit awareness. You must have awareness. Il faut être conscient de ce qui se passe. Pense pas que parce que toi, tu as ta business, puis tu as un gros titre, puis ça va durer. Ça change à tous les jours. Il faut que tu t'améliores. Il faut que tu vois les coups venir, ainsi de suite. C'est patient. Ça prend de la sagesse, non pas juste des connaissances. C'est la sagesse de, oui, OK, est-ce que c'est quelque chose que je veux vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour mes employés? Puis est-ce que c'est, encore plus important, est-ce que le client va apprécier? Parce qu'en dernier tout, c'est le client. C'est le client qui fait vivre le commerce, c'est lui qui paye les billes, en fin de compte. Puis si tu ne t'occupes pas du client, tu t'occupes juste de ton entreprise parce que tu veux des tapis verts, puis rouges, puis bébelles, non, c'est pas ça le business. C'est qu'est-ce que le client va retirer de ça. Peu importe le commerce. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très belle conclusion. En tout cas, merci Robert d'avoir répondu présent. Ça m'a fait plaisir. Et je suis sûre que tout le monde qui nous regarde, ils vont beaucoup apprendre de ce qu'on vient de discuter. Ben, je l'espère. Ben oui. Merci Robert.